Bonjour tout le monde, je sais que vous adorez quand je vous parle des années 80 et plus spécifiquement de ces films complètement oubliés de cette fameuse décennie. Parce que voilà, vous le savez, les années 80, évidemment que ça a été une énorme décennie pour le cinéma, de Indiana Jones à Scarface, de Blade Runner à Retour vers le futur, enfin bon, c'était juste rempli de films cultes qu'on s'arrachait et qui ont tous marqué leur époque, mais entre ces petits films cultes-là, il y avait d'autres films, des films assez géniaux, des films qui auraient dû marquer l'histoire, des films qui méritent tous de rentrer dans la mémoire collective, sauf qu'ils n'ont pas réussi à y rentrer. Ces petits films-là qui sont pas devenus des classiques, mais qui ont rien à envier aux grands classiques de la décennie. Alors je suis parti à la recherche de ces films-là. C'est mon travail de les déterrer un petit peu pour les réhabiliter, de leur remettre une visibilité. On va pas faire durer le suspense plus longtemps. C'est parti pour ces trésors cachés des années 80. Bon alors la sélection là que j'ai, elle est folle. Je serais pas surpris que ce soit l'une des meilleures de la chaîne. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, il faut absolument s'abonner. Vous savez qu'on sort plusieurs vidéos comme ça par semaine. Il y a toujours des gens qui regardent et qui sont pas abonnés, faut régler ça. Et donc là ouais, beaucoup de cinéma de genre, beaucoup de folies complètement étranges, beaucoup de petites dingueries aujourd'hui dans mon petit vidéo club perso. Et je vais commencer, direct avec le film qui est sans doute le plus connu de cette sélection là. Parce que c'est quand même un film qui a réussi à se faire une petite réputation auprès des amateurs de genre. Ce film, il s'appelle Next of Kin. Avec Next of Kin, on est exactement dans le genre de film que tu lances en fait en pensant tomber sur un petit thriller sans prétention, comme il y en avait tant dans les années 80, et tu te retrouves devant un film à l'atmosphère tellement plus bizarre que prévu. Donc à la suite de la mort de sa mère, Linda hérite d'un vieux manoir perdu dans un coin paumé, qui est transformé en maison de retraite. Elle arrive donc dans cette immense bâtisse avec des résidents étranges, avec un personnel qui est pas forcément rassurant, des chambres trop calmes, des couloirs trop longs, et très vite elle est confrontée à un meurtre étrange dans le manoir, et à partir de là, le film va te faire flotter dans une atmosphère un peu de rêve bizarre entre horreur, entre enquête, entre thriller psychologique avec une petite touche de giallo derrière tout ça. Vraiment, c'est un film qui joue presque à piocher tous les attributs de tous les genres, même le genre de la maison hantée y est représenté, et il bascule tout le temps entre les genres sans devenir réellement l'un ou l'autre. Et à chaque fois que tu crois ou que tu commences à croire avoir compris un peu les codes de cet univers-là, le film part dans une espèce de folie brutale et dans son dernier tiers, c'est assez incroyable. C'est quand même un film, j'insiste là-dessus, qui a une atmosphère absolument singulière et qui a une mise en scène qui repose beaucoup sur les sensations. Je veux dire, sur les silences, sur les couloirs assez vides, en fait, sur l'ambiance que dégage cette grande maison. Maison qui est éclairée aussi avec une lumière étrange, parce que c'est une lumière qui est très visible, très marquée en fait. C'est une lumière qui cherche clairement jamais à se faire oublier. Tout comme la mise en scène, qui est très flottante, mouvement de caméra très lent, très millimétré. Et c'est précisément cette espèce de lenteur, un adjectif que j'utilise souvent sur Intercut, mais là on est complètement là-dedans, c'est hypnotique. Il y a une lenteur presque hypnotique qui rend aussi le final de ce film aussi marquant. Parce que le film, en fait, il accumule vraiment le malaise avant de tout relâcher dans une montée de tension qui est franchement impressionnante, que je veux évidemment pas spoiler, mais Next of Kin, en fait, il a ce charme des films de genre oubliés qui ne rentrent dans aucune case. Il est beaucoup trop atmosphérique pour être un simple, entre guillemets, slasher, il est trop bizarre pour être un thriller classique. Mais du coup, c'est ça aujourd'hui, en fait, c'est cette bizarrerie qui rend le truc hyper précieux. En fait, c'est un film hanté par la mémoire, par la famille, par l'idée que le passé ne disparaît jamais vraiment. C'est un film visuellement aussi très fort, hyper atypique, vraiment à voir, absolument. I can see you. Bon allez, on continue et j'ai une petite folie pour vous. Un film en stop motion, complètement malade, qui part d'une histoire assez connue en fait, pour en faire là aussi un sacré cauchemar. Un film tchécoslovaque, comme ça vous pourrez vous la péter en soirée. Ce film, alors je vais le prononcer à la française, il s'appelle Krysar, aussi connu sous le nom du joueur de flûte. Bon alors sur le papier, vous connaissez forcément l'histoire. Un joueur de flûte arrive dans une ville envahie par les rats, il débarrasse les habitants de ce fléau, et les habitants refusent de le payer, alors le joueur de flûte va décider de se venger. Concrètement, c'est le joueur de flûte de Hamelin.
Et vous voyez, c'est le genre de conte qu'on raconte aux enfants, hein. Moi, je l'ai raconté à mes grandes sections. Bon, sauf qu'ici, je pense que si je l'avais raconté à mes grandes sections avec ce film-là, ils auraient pas très bien dormi après. Parce que vous le voyez aux images, on est complètement sur une fable gothique, expressionniste, où la ville entière semble pourrie de l'intérieur. Les habitants sont pas vraiment des personnages, c'est des silhouettes complètement tordues, des figures grotesques, obsédées par l'argent, qui représentent en fait l'humanité réduite à ses pulsions les plus basses. Et où les rats, en fait, c'est même pas vraiment le problème, ils sont que la conséquence et la représentation visible d'une humanité complètement corrompue. De bois, de poussière, avec des rues hyper sombres, hyper tordues. Moi, j'adore cette direction artistique, je la trouve magnifique et je la trouve terrifiante. C'est un film qui dure moins d'1 heure et croyez-moi, il marque. Je veux dire, c'est quand même d'une densité assez dingue. Et notamment, évidemment, avec ce stop motion, ce côté fait main, cette DA très expressionniste. On pense évidemment à Jan Swanmaker, on pense au cabinet du docteur Caligari, on pense au Faust aussi de Murnau. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est très marqué par ces corps qui sont rigides, par ces visages très anguleux, avec aussi ces mouvements. Vous voyez, l'animation, elle est très sèche, elle est très mécanique et je dirais que ça donne au film un aspect très antidaté en fait. On a vraiment l'impression de voir un conte médiéval. C'est difficile à exprimer, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire avec les images. Et derrière la fable, il y a aussi une vraie violence politique et morale. Une société rongée par l'avidité, qui est incapable de respecter sa parole, qui finit par appeler du coup sa propre destruction. Je veux dire, là on est vraiment sur un vrai trésor caché, qui est capable de créer en 50 minutes, mais un monde d'une densité et d'une folie impressionnante. Vraiment, c'est hyper mémorable ce film, c'est à découvrir absolument. Le troisième pitch, le film est une folie. Le pitch, là, je vais vous le lire, vous allez halluciner. Et c'est tellement 80s, ce pitch. Parce que, attendez, ça va parler de fin du monde, ça va parler d'apocalypse. Ça s'appelle Miracle Mile, de Steve DeJarnett, un cinéaste qui a malheureusement un peu disparu des radars depuis. Mais c'est assez étonnant parce que Miracle Mile, c'est quand même l'un des films de fin du monde les plus percutants des années 80, quoi. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, le film commence vraiment comme une pure comédie romantique. Vous voyez, un peu douce, un peu tendre, un peu nocturne comme ça. On va suivre Harry, qui est un musicien, qui rencontre Julie, une serveuse, et du coup, direct, évidemment, coup de foudre. Et alors que Harry se promène dans Los Angeles, seul dans la nuit en pensant à sa girlfriend, un téléphone public sonne. Bizarre, mais du coup, Harry, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répondre. Et, à l'autre bout du fil, une voix paniquée qui annonce que des missiles nucléaires viennent d'être lancés et que Los Angeles va être pulvérisé dans quelques dizaines de minutes, puis après Los Angeles, le monde entier. Et à partir de là, tout le film devient une espèce de grande course contre la montre, parce que est-ce que l'appel il est réel? Est-ce que c'est une blague? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut rester seul? Est-ce qu'il faut essayer de sauver Julie? Est-ce qu'il faut prévenir le monde? Et le film transforme ce qui commence comme une petite histoire d'amour nocturne en espèce de grand film sur la fin du monde, un espèce de cauchemar apocalyptique, mais qui reste évidemment toujours à hauteur d'homme. Là, t'auras pas de président dans une grande salle de crise, t'auras pas de militaire, t'auras pas de grands discours explicatifs, tu restes vraiment à suivre la destinée d'un personnage. Un personnage qui sait pas trop s'il doit croire à ce qui vient de lui arriver. Et c'est déjà un modèle de tension, parce que je pense que personne ne sait concrètement comment il réagirait s'il recevait cet appel-là. Je pense que beaucoup se diraient que c'est une blague, passons à autre chose. Je veux dire, le pitch, il est quand même très universel. Et puis, le cinéaste, Steve DeJarnett, il réussit quand même à faire sentir l'ambiance de fin du monde, mais sans jamais perdre l'espèce d'intimité du récit. Le film, il se déroule presque en temps réel, en fait, et je veux dire, on sent chaque minute, du coup, nous rapprocher de l'urgence. Chaque minute qui disparaît, c'est l'angoisse. Chaque décision, elle devient définitive, chaque hésitation, elle est dangereuse. Et puis, il y a aussi cette ambiance très 80s. La lumière tellement
typé années 80, la musique électronique, l'ambiance nocturne, et évidemment le film ne fait pas que parler de l'angoisse nucléaire, même si on est évidemment de la grande angoisse de l'époque. Il parle en fait surtout de ce qu'on ferait s'il nous restait 1 heure, et de ce qu'on pourrait ou non essayer de sauver. Et c'est pour ça qu'en fait je trouve que c'est un film qui est assez immense en fait, derrière son apparente simplicité. Un petit film oublié, mais c'est vraiment un très très beau film. En 4e place, écoutez, je voulais évidemment vous caler un film français. Parce que les années 80 françaises, bon, on les réduit souvent à des comédies, bon, devenues cultissimes, à quelques polars, à quelques thrillers. Mais il y avait aussi des objets beaucoup plus étranges, beaucoup plus conceptuels, beaucoup plus chelous. Et là, on est entre thriller, science-fiction, satire médiatique, et clairement pur film abstrait conceptuel. Et rien qu'avec son pitch, croyez-moi, ce film, il mérite sa place dans cette sélection. Ce film, il s'appelle Kamikaze, réalisé par Didier Grousset. Dans Kamikaze, on y suit Albert, qui est interprété par Michel Galladru, un génie de l'informatique qui est mis au chômage. Alors il est frustré, aigri, isolé, il passe ses journées devant la télévision, et peu à peu, à force, il développe une haine absolue pour ce qu'il voit à l'écran. Du coup, Albert, il va simplement inventer un système complètement fou, une sorte d'arme qui est capable de remonter le signal télévisé et de tuer les gens qui sont filmés en direct. En gros, il transforme la télévision en arme de meurtre à distance, et il va pas se gêner pour buter tout le monde, Et du coup, face à lui, il y a évidemment un policier qui va être chargé d'enquêter sur cette série de morts inexplicables dans le milieu de la télé, et c'est vraiment une idée de fou, je trouve. Enfin, tu peux vraiment penser, avec ce pitch-là, que tu vas voir un espèce de vidéodrome à la française, et il y a quand même une vraie idée de cinéma, c'est-à-dire de prendre l'objet le plus démocratisé dans les années 80 et d'en faire une arme de crime, une menace en fait. Alors oui, Kamikaze est parfois bancal, parfois un peu mince, il exploite pas à 300% son sujet, et parfois il est même pas aussi fou que j'aimerais qu'il le soit. Mais il y a quand même une étrangeté assez forte, une espèce de recul, une espèce d'humour noir, et puis Michel Galabru qui apporte quand même une espèce d'étrangeté et un côté très très inquiétant à son personnage. Bon, alors moi, je dois avouer que je suis pas forcément très fan de la mise en scène, qui est vraiment ultra marquée par les 80s et par l'ombre d'un producteur que je ne nommerai pas, mais j'aime par contre qu'on sente cette fascination pour la technologie, pour les écrans, pour les studios, pour les images qui tournent en boucle, et avec le recul, bon, le film a quand même quelque chose d'assez prophétique. Bon, alors oui, toute proportion gardée, mais je veux dire, dans son rapport à notre rapport aux images, à la frustration, à la célébrité, au flux d'informations continues et permanent. Je veux dire, le film, il est vraiment sur un homme qui ne supporte plus la vision du monde que lui transmet le petit écran. Et donc, le film parle aussi ouvertement de la responsabilité du petit écran. C'est vraiment un film bizarre, qui est difficile à ranger. On sent qu'il aimerait bien être une petite série B américaine, mais perso, moi, je le préfère quand il est vraiment full film français, comédie noire. En tout cas, c'est une petite anomalie, et c'est un objet assez dingue à découvrir, vraiment. 8... 3, 2, 1, 0. Ne tirez pas. Et pour terminer, alors là, j'ai un gros morceau, les amis. Direction l'Indonésie, avec une dinguerie, avec Mystics in Bali. Un film de sorcellerie, un film complètement fou, un film fascinant, tellement généreux dans le n'importe quoi, les amis. Pour celui-ci, vous êtes pas prêts. Mystics in Bali raconte l'histoire de Cathy, qui est une jeune femme fascinée par les pratiques occultes balinoises. Je viens de regarder, c'est balinais, en fait, on dit les pratiques balinaises. Donc une jeune femme fascinée par les pratiques occultes balinaises qui veut écrire un livre sur la magie noire locale. Elle rencontre alors une puissante sorcière qui accepte de lui transmettre son savoir. Bon, déjà, quand une sorcière démoniaque te propose une formation accélérée en magie noire, en général, ça pue un peu, et du coup, évidemment, tout va très vite dégénérer. La sorcière va peu à peu prendre le contrôle de Cathy et l'entraîner dans des rituels de plus en plus inquiétants, ce qui va permettre de multiplier les images et les séquences complètement dingo, vous l'avez vu aux images. Et alors oui, c'est parfois très très mal joué. Oui, les effets spéciaux ont évidemment vieilli. Oui, alors d'accord, mais rester là-dessus, ce serait vraiment passer à côté de tout ce qui rend le film complètement génial. Moi, je me suis régalé devant Mystics in Bali.
Vraiment, ça fonce dans un délire énorme, avec une énergie pure et presque enfantine, hein, vraiment, dans l'horreur. Et c'est un film qui a d'une sincérité, moi, j'en voulais plus, en vrai. Hein. Le film, en fait, il fonctionne par vision, par images folles, par moments de pure étrangeté, et du coup, ça te crée quand même pas mal d'images qui te restent dans la tête, hein. Les rituels, les transformations, les nuits tropicales, la tête volante, pourquoi pas, les couleurs, enfin... Tu rentres en transe, en fait, tu t'en veux toujours plus et tu rentres dans une espèce de transe du cinéma bis qui mélange complètement la folk horror et le cinéma d'exploitation, mais vraiment type série Z italienne des années 50. Et il y a quand même une ambition, je veux dire, c'est quand même un film de genre qui s'empare de coutumes et de figures locales pour fabriquer une vraie mythologie. Et c'est aussi ça que j'aime dans le cinéma des années 80 et c'est pour ça que je voulais finir avec ce film. Je veux dire, j'aime pas seulement les grands films américains calibrés Spielberg, j'aime aussi ce que les années 80 avaient de possibilités de folie, d'objets trop bizarres, hyper maladroits, mais traversés par des idées qu'aucun studio actuel n'arriverait même à envisager ou à produire. Et c'est ça l'histoire des Trésors Cachés, en fait, c'est ça cette série. Les Trésors Cachés, c'est pas que des films bien filmés, bien réalisés et plutôt prestigieux, c'est pas ça l'intérêt. En l'occurrence, là, mon Trésor Caché, c'est une espèce de tête volante qui traverse la nuit avec ses intestins qui pendent pour trouver des victimes à défoncer. Ok, j'en demande pas plus, quoi. Franchement, pour moi, le cinéma, c'est ça aussi, et les années 80, c'est ça aussi, et Mystic Sin Valley, un bonheur. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire vos retours si vous avez vu des films de cette critique-là ou si vous les voyez, tout bêtement. Vous savez qu'on a un petit Tipeee qui permet de faire vivre la chaîne, c'est hyper important. Chaque petit don aide énormément, vraiment à n'importe quelle échelle. Je suis aussi sur Instagram très actif, le lien est dans la description. Faut évidemment s'abonner et mettre la cloche pour être sûr de ne rien rater sur YouTube et sur Insta. Les amis, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.